Chers panélistes, chers participants, bonjour ou bonsoir selon l'endroit où vous vous trouvez aujourd'hui. Je suis David Bekele, vice-président régional pour l'Afrique à CIT et j'ai le grand plaisir et le privilège d'animer cette séance intitulée Connectivité à Internet, réalisation à ce jour, défis et opportunités à venir, organisée par l'Internet Society et l'Association pour le progrès des communications ou APC. Je suis ici avec Carlos Romero et de l'APC et David Fortier qui m'assiste dans l'animation et pour la discussion. Connecter les personnes non connectées est l'une des questions politiques les plus importantes, si ce n'est la plus importante, depuis l'avènement d'Internet qui est devenu le réseau que nous connaissons aujourd'hui. Je me souviens, lorsque les premiers câbles sous-marins atteignaient les côtes africaines, nous pensions que la connectivité serait moins problématique à l'avenir. Mais aujourd'hui encore, la connectivité reste une préoccupation importante pour les décideurs politiques, la société civile et les nombreuses parties prenantes. C'est pourquoi cette séance est toujours aussi pertinente. Pour discuter de ce sujet important, nous avons 5 panélistes qui viennent d'Afrique et d'Europe. Comme nous n'avons pas beaucoup de temps, je vais les présenter très brièvement. Je vous invite à consulter la page de l'événement pour avoir plus de détails. La première intervenante est Hilary Cheserek, responsable technique du Network Operations Center du Kenya, le réseau de recherche sur les opérations kenyanes. Ensuite, nous avons Tuella Nida Géré de l'ODA NEPAD, puis nous avons parmi nous Artio Lameini de l'association Global Satellite Operator et ensuite nous avons Lars Erik Forsberg qui est le chef adjoint de l'unité de coopération internationale de la Commission européenne. J'espère que je n'ai oublié personne. Nous voulons que cette séance soit interactive, mais agréable. Si vous voulez poser des questions, vous pouvez le faire dans la boîte de discussion. Il y a quelqu'un qui s'occupera des questions et nous essaierons de répondre à autant de questions que possible. Sans plus attendre, démarrons et je vais demander à Hilary de s'exprimer. J'ai une première question pour vous, Hilary. Vous venez du Kenya. C'est un pays qui a réussi à faire en sorte qu'une bonne partie de sa population réussisse à se connecter. Est-ce que vous pouvez nous parler des résultats obtenus jusqu'à présent et de la contribution de votre organisation Kenet pour vous assurer que plus de Kenyans soient connectés? Hilary, on ne vous entend pas. Bonjour, vous m'entendez à présent? Merci beaucoup Dawet pour cette question très importante. Je tiens à remercier tous les panélistes qui sont avec nous aujourd'hui et tous les participants qui sont venus nous écouter. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question, Kenneth a beaucoup travaillé dans le domaine de l'Internet dans le passé. Donc tout a commencé dès 1999 lorsque le gouvernement a reconnu Internet comme un outil de gouvernance et qu'il a commencé à faire des politiques autour d'Internet et de promouvoir l'utilisation d'Internet pour l'économie et en général sur tous les aspects de la vie. En 2008, nous avons participé à un projet qui a permis d'installer un câble sous-marin pour accéder au pays et d'ouvrir le marché afin que le secteur privé puisse également participer. Donc tout cela a servi de catalyseur au niveau des activités au sein du gouvernement, mais aussi du secteur privé. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui fonctionne tout seul, pour ainsi dire. Et qu'est-ce que cela signifie en ce qui concerne la couverture Internet? Eh bien, elle a largement augmenté et en 2013, le gouvernement a décidé
de développer un master plan, c'était autour de 2013-2014, et ce master plan comportait 5 piliers, y compris les compétences numériques, l'infrastructure numérique, les systèmes d'information. Il était, dans ce sens, important de développer des compétences numériques et de pouvoir distribuer la fibre ou tous les outils nécessaires au bon fonctionnement d'Internet. Et ça a bien fonctionné, étant donné que nous avions décidé de procéder de la sorte, mais il était important aussi de mettre sur pied une infrastructure. Et c'était au gouvernement aussi de mettre sur pied cette infrastructure et de catalyser en quelque sorte Internet, et nous avons fait en sorte d'inclure autant de parties prenantes que possible. Et vous le savez peut-être, au Kenya, nous utilisons Internet pour tout. Il y a énormément d'applications qui se basent sur Internet. Comme je vous le disais, on utilise Internet pour tout, pour l'argent mobile, pour les paiements, pour les services gouvernementaux, etc. Et vous me posiez la question aussi sur le travail de Kenet. Kenet est le réseau national des personnes qui vivent au Kenya pour une meilleure inclusion numérique. Et Kenet a réussi à étendre la fibre optique à des endroits plus reclus que les opérateurs commerciaux n'atteignaient pas jusque-là. Il y a des zones où on pense que le réseau est là, qu'il y a une couverture, mais de petites poches, des endroits où il se trouve des populations ne le sont pas. Donc nous avons développé une application fibre jusqu'à ces endroits-là pour pouvoir atteindre les populations qui ne l'étaient pas. Aujourd'hui, tout le monde est connecté. Et il y avait des endroits aussi où la connectivité mobile était très mauvaise. Là aussi, nous avons réussi à atteindre ces zones éloignées. Il y a un cas dans l'ouest du Kenya qui s'appelle Sunkor, et il y a un fleuve. Donc c'était très difficile d'avoir de la connexion là-bas. Il y avait une très mauvaise connectivité et nous avons réussi à construire une infrastructure pour stimuler l'activité autour de cet endroit. Nous avons aussi un rôle d'enseignement et d'apprentissage. Nous apprenons à nos membres à utiliser Internet pour diffuser du contenu, ce qui favorise l'inclusion. Et même pendant la période de la crise sanitaire, nous avons réussi à organiser avec des partenaires euh, des systèmes de forfaits subventionnés pour nos étudiants afin qu'ils puissent euh, s'inclure numériquement. Nous avons aussi des groupes d'intérêts spéciaux qui travaillent ensemble. Nous avons des universités, des formations professionnelles, des hôpitaux. Donc nous regroupons toutes ces personnes qui ont des besoins particuliers et nous sommes en mesure de répondre à leurs besoins. Et voilà, je crois que j'ai répondu à la plupart des questions que vous m'aviez posées. Mais bien sûr, nous avons aussi été confrontés à quelques échecs. Je peux vous donner un exemple. Dans notre pays, on a un problème au niveau de la fiscalité. Aujourd'hui, au Kenya, s'il vous plaît, Hilary, nous allons passer à ces questions-là un petit peu plus tard. Nous pourrons les aborder par la suite, si vous le permettez. Oui, oui, bien sûr. L'histoire de la construction de cette infrastructure d'Internet au Kenya est absolument extraordinaire et de nombreux pays africains ont fait des efforts considérables au cours des 2 dernières décennies et je crois que beaucoup de gens ne le réalisent pas vraiment. Il y a 15 ans, moins de 1%, 2% des Africains étaient connectés. Aujourd'hui, bon, il s'agit seulement d'un tiers de la population qui est connectée, mais nous avons réalisé d'énormes progrès, et cela grâce à des organisations comme la vôtre. Donc, merci. Hilary a parlé des résultats de ce que son organisation a réussi à réaliser jusqu'à aujourd'hui, mais il y a aussi des projets pour l'avenir. Et l'une des organisations qui a dressé des projets majeurs pour l'Afrique, c'est
l'organisation représentée par Towela aujourd'hui, Oda Nepad, et il serait très intéressant de pouvoir entendre quels sont ces plans et ce que nous promet l'avenir. Bonjour, bonjour à tous les panélistes et à ceux qui sont parmi nous en ligne. En termes d'infrastructures au TIC sur le continent et des autres secteurs d'infrastructures, nous avons un programme pour le développement des infrastructures en Afrique qui couvre les TIC, l'énergie, le transport et l'eau et qui est mis en œuvre par un plan d'action prioritaire et le premier s'étendait de 2012 à 2020 et nous sommes maintenant en cours d'action dans le cadre du deuxième plan d'action prioritaire de mise en œuvre 2021-2030. Lorsque nous nous sommes lancés dans l'élaboration de ce deuxième plan d'action prioritaire, nous avons fait le point sur les besoins des différents secteurs en matière d'infrastructure. Et pour TIC, nous avons constaté 4 choses en ce qui concerne la connectivité sur le continent. La première, c'est le fait que cette connectivité était très limitée au niveau régional. Beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, comme vous l'avez souligné à juste titre, ont été consacrés à l'infrastructure nationale pour la mise à niveau des réseaux à large bande et améliorer les services Internet dans les pays. Mais nous avons constaté qu'au-delà des frontières, dans les pays frontaliers, la connectivité n'était pas aussi bonne qu'elle aurait pu l'être et ne répondait pas aux aspirations d'intégration régionale du continent. La deuxième chose que nous avons observée, c'est que le niveau de mise en œuvre des centres de données, et cela a des implications en termes de qualité de service qu'on peut offrir sur le continent, n'était pas encore adéquat. Un troisième aspect concerne les points d'échange Internet. Du moins, c'était au moment où l'évaluation a été réalisée. Je crois que 32 pays avaient des ISP opérationnels, ce qui n'est pas suffisant pour répondre aux besoins du continent. Et enfin, ce que nous avons également constaté, c'est qu'il y avait beaucoup de chances inexploitées en termes d'utilisation de ce qu'on appelle les infrastructures alternatives. Donc, comment tirer parti d'autres infrastructures pour fournir des services TIC, par exemple en utilisant les technologies des courants porteurs en ligne et d'autres moyens. Sur cette base, 2 critères ont été utilisés pour identifier les projets qui pourraient constituer un portefeuille des TIC transfrontalières sur le continent. La première, c'était que les projets qui devaient être sélectionnés, indépendamment du secteur desquels il s'agissait, que ce soit le transport de l'eau, de l'énergie, etc., devaient pouvoir être mise en œuvre avec l'utilisation des technologies intelligentes et innovantes, c'est Smart Technologies. La deuxième chose, c'était de suivre une approche intégrée par corridor. Cela signifie d'examiner le développement des infrastructures dans des couloirs, mais aussi de voir comment les différents secteurs d'infrastructures, et pour les TIC, c'est particulièrement intéressant, parce que nous voulons voir, c'est l'intégration de la numérisation dans les différents secteurs. Donc, qu'il s'agisse de transport, de l'énergie, de l'eau. Nous voulons nous assurer que nous sommes en mesure d'intégrer la numérisation des services numériques et l'utilisation des technologies numériques dans ces secteurs. Voilà là où nous en sommes aujourd'hui. En termes d'approche, nous avons identifié et priorisé 69 projets, donc l'ensemble de notre portefeuille, la plupart dans le secteur des TIC, avec 11 projets d'infrastructures régionales dans le secteur des TIC, couvrant 3 questions très spécifiques. La première, la connectivité terrestre entre les différents pays, pardon. Le deuxième, c'est celui des centres de données. Et le dernier, celui de la couverture dans l'espace. Donc, nous voulons atteindre les objectifs d'intégration régionale qui sont absolument essentiels en ce qui concerne cette zone en particulier. Je vais m'en arrêter là et bien sûr, on aura peut-être la possibilité de revenir plus en détail sur ces éléments. Je vous remercie. Merci. C'est tout à fait intéressant. Et j'espère que nous verrons ces plans mis en œuvre dans les années à venir.
Le prochain intervenant est Ramon Roca de Giphy.net, qui est basé en Espagne. Eh bien, c'est en Europe. L'Europe est connectée. La connectivité ne devrait pas être un problème. Mais est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on a besoin d'organisations comme la vôtre pour connecter des personnes qui utilisent des moyens inhabituels, pour ainsi dire, étant donné que vous êtes en Europe? Et les moyens que vous utilisez peuvent-ils être utilisés ailleurs, par exemple en Afrique, ou est-ce que c'est quelque chose qui est tout à fait particulier de votre région? Oui, merci. Excellente question. Je suis ravie d'ailleurs de passer après Hilary et Towala parce qu'ils ont souligné l'importance de l'infrastructure. Et lorsqu'on pense à l'Europe, on a l'impression que tout le monde est déjà connecté, qu'il y a les infrastructures suffisantes. Mais je vais vous montrer où je suis. Voilà, je suis à la campagne, près d'une ferme. Il n'y a pas de ville ici. Donc même en Europe, on se rend compte que malgré le fait que nous ayons beaucoup d'infrastructures, parfois on est à des pourcentages inférieurs à ceux que nous connaissons en Afrique. Il y a des endroits où il n'y a pas Internet et il n'y a pas beaucoup de personnes à connecter. Pas beaucoup, c'est vrai, mais c'est le cas. Pourquoi? Eh bien, si vous habitez au milieu de nulle part et que vous faites partie euh, d'une région agricole, il n'y a pas forcément d'intérêt pour les entreprises de connecter ces groupes-là. Et il y a une autre barrière aussi. Il y a souvent des personnes qui ne peuvent pas se permettre financièrement l'accès à Internet. Donc, pour que cet accès à Internet puisse être mis sur pied, ce qui est intéressant, c'est de ne pas être forcé d'être dépendant à un fournisseur en particulier. Mais si nous prenons la perspective des citoyens, comment accéder à Internet? Et c'est ça le point le plus important. En général, il y a un fournisseur d'accès à Internet, c'est comme ça qu'on connaît traditionnellement la chose, c'est une entité, et c'est ainsi, habituellement, qu'on accède à Internet, n'est-ce pas? Vous avez un fournisseur d'accès, une entité commerciale privée. Et comme je le disais tout à l'heure, ces entités commerciales, eh bien, ça ne les intéresse pas forcément de connecter des gens qui n'ont pas d'argent ou qui se trouvent dans des zones plus reculées où il n'y a pas énormément d'entreprises ou d'intérêts particuliers. Alors, qu'est-ce que nous faisons justement pour ces agriculteurs, pour ces personnes qui vivent à la campagne? Nous proposons un accès par nous-mêmes. Et je pense que cela pourrait être normalisé, c'est-à-dire au lieu d'avoir le système traditionnel avec un accès commercial, la seule façon de résoudre ce problème d'accès, et Hilary l'a d'ailleurs expliqué dans l'un des panels précédents, il est très important d'avoir une bonne infrastructure, mais cette infrastructure doit toucher les gens, doit être à proximité des utilisateurs. Donc ce que nous faisons dans notre organisation chez Giphynet, et j'espère que ce ne sera pas quelque chose qui se limitera à l'Europe, étant donné qu'il y a aussi des zones agricoles, il y a aussi la campagne dans d'autres pays, un petit peu partout dans le monde. Il y a des personnes qui habitent dans des zones qui sont à faible densité de population et qui doivent tout de même disposer du même droit, de la même chance d'avoir un accès à Internet. Donc il faut trouver d'autres moyens avec des réseaux communautaires et c'est cela que nous tentons d'encourager. Si l'accès à Internet est seulement motivé par des intérêts commerciaux, à ce moment-là, cela ne fonctionne pas. En tant que citoyen, nous avons un besoin
d'un accès. Donc il faut mettre sur pied la gouvernance et permettre aux communautés de construire cet accès, ne pas compter uniquement sur des entreprises ou des groupes d'intérêts commerciaux et de dépendre du fait qu'ils soient intéressés ou non à la mise en place de ces réseaux. Donc quelque part, je me sens un petit peu responsable. Il ne s'agit pas seulement être connecté en Europe ou dans d'autres pays, mais je crois que tous les pays, partout dans le monde, et toute personne devrait avoir accès à Internet. Cela peut jouer un rôle essentiel et il est nécessaire que cet accès soit disponible à tous. Merci Ramon. C'est un point très important que vous venez de mentionner là et cela, comme vous l'avez dit à juste titre, est important dans les économies développées ainsi qu'en Afrique. Il y a des personnes qui ne sont pas intéressantes tout simplement pour les opérateurs commerciaux, comme vous l'avez mentionné, et ce pour diverses raisons. Et aujourd'hui, Internet n'est plus un luxe. Avoir un accès à Internet, c'est faire partie de la population générale. Si je n'ai pas Internet, je ne peux plus travailler. On l'a vu d'ailleurs pendant la crise sanitaire, on ne peut plus étudier si on n'a pas Internet. Donc il est important pour tous et personne ne devrait être exclu d'Internet, même si, comme vous l'avez dit, les chiffres en Europe sont peut-être plus faibles, mais ces personnes qui ne disposent pas d'accès sont des citoyens, ils ont des droits, il est important qu'ils soient connectés. Et en Afrique, on ne parle pas d'une petite partie de la population qui n'a pas accès, il s'agit d'une grande partie de la population. Et dans mon pays, 80% de la population est rurale et la plupart du temps dans des zones peu peuplées. Il est donc d'autant plus important que ces personnes-là soient connectées. Autant que moi qui vis à la ville, je n'ai pas beaucoup de problèmes de communication, mais beaucoup de personnes, malheureusement, ont ces problèmes-là. L'intervenant suivant est Arti Olamaini. J'espère que j'ai bien prononcé votre nom. Et vous venez de Global Satellite Operator. Aujourd'hui, on ne parle plus tellement du satellite, étant donné que la fibre est reine. Est-ce que les satellites sont encore pertinents aujourd'hui, surtout en Afrique? Et dites-nous pourquoi, si tel est le cas. Merci David, c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et de pouvoir partager avec vous la perspective du satellite. Alors absolument, les opérateurs de satellites sont vraiment fiers de faire partie intégrante de l'infrastructure de télécommunications en pleine expansion en Afrique. Aujourd'hui, nos services de diffusion répondent aux besoins. Nos services IoT répondent aux besoins de surveillance de l'environnement, comme la diminution des superficies des lacs, comme le lac Tchad ou l'agriculture durable. Nos services de large bande permettent l'éducation des enfants sur tout le continent en mettant l'accès sur les jeunes filles qui sont marginalisées. Ils permettent aux citoyens aussi de participer à des élections démocratiques. Ils permettent de communiquer sur le déplacement d'essaims de criquets, par exemple, qui risquent de dévaster les cultures. Il permet de former des infirmières dans les zones rurales pour soutenir des communautés isolées. Et ils alimentent des guichets automatiques et des services de transfert d'argent pour permettre l'inclusion financière. Sans satellite, il n'y aurait pas de communication mobile ou d'accès Wi-Fi pour des millions de personnes en Afrique, car nous fournissons la liaison nécessaire. Donc les satellites sont vraiment au cœur du développement durable de l'Afrique, comme en témoignent les 44 satellites de communication qui desservent l'Afrique aujourd'hui et les 20 pays africains qui se sont lancés dans des programmes spatiaux. Vous avez dit la fibre est reine, surtout en Afrique. J'aimerais que l'on change cette formulation et dire pas en Afrique. Il y a 37 pays africains avec des câbles sous-marins qui arrivent jusqu'à leur côte, mais en réalité, 45% de la population africaine vit à plus de 10 km d'un endroit où elle peut se connecter à la fibre. Et il y a encore 16 pays enclavés qui n'ont pas du tout la fibre et qui reposent sur des solutions sans fil.
L'Afrique subsaharienne a le plus grand déficit de couverture du monde. Seulement 26% des Africains disposent d'une connectivité mobile, et cela c'était le chiffre pour 2020. Quand nous pensons à la fibre, la Banque mondiale pense que 500 000 kilomètres de fibres sont nécessaires pour assurer une bonne connectivité universelle en Afrique. La Commission sur la large bande des Nations Unies pense que c'est la moitié de ce chiffre. Mais qu'on parle de 250 000 ou 500 000, la facture s'élève toujours à plus de 100 milliards de dollars pour connecter l'Afrique d'ici 2030 pour les technologies terrestres. Alors ce n'est pas viable, ce n'est pas réaliste et la crise sanitaire a vraiment mis l'accent sur ce point. Le sous-secrétaire général de l'ONU a déclaré l'année dernière: nous avons besoin d'une large bande, rapide, moins chère et plus efficace, et nous avons besoin d'un accès pour l'Afrique. Nous avons aussi entendu parler de l'accès fixe sans fil. Bien sûr, il y a un potentiel exceptionnel pour les zones où la fibre n'est pas disponible et cela peut connecter de nombreux utilisateurs. C'est ce que fait Rain Networks en Afrique du Sud, mais si on y regarde de plus près, on verra que c'est un accès uniquement dans les zones métropolitaines car il est difficile et coûteux d'étendre cet accès en dehors des zones urbaines. Il faut toujours une connexion au backbone. Si on veut étendre la connectivité, il est nécessaire d'avoir un système comme le satellite, mais en ce moment-là, il est plus intéressant d'utiliser un système qui permette aux personnes d'avoir une connectivité lorsqu'ils sont en mouvement et pas seulement dans des endroits fixes, donc le Wi-Fi. En ce qui concerne la résilience, et j'avais une diapo, je ne sais pas si on peut vous la montrer, ce serait formidable si vous le pouviez. L'Afrique n'est pas seulement un vaste continent avec une population de 1,2 milliard d'habitants. Nous avons aussi un pays qui est confronté à différents événements climatiques, les cyclones, la sécheresse, etc. Et l'infrastructure qui est en place est souvent détruite, endommagée et parfois même volée. Et cela montre à quel point les satellites sont importants. Ils sont tout à fait pertinents. Sur cette diapo, vous voyez ce que la réglementation du Mozambique nous dit. C'était après le cyclone de 2011. On nous a dit que c'était une erreur d'éliminer progressivement le satellite lorsque la fibre est arrivée. Donc vous voyez que la fibre n'est pas reine, certainement pas pour l'Afrique. Je vais terminer en disant que nous continuons à travailler avec Smart Africa pour mieux comprendre comment les pays africains peuvent tirer le meilleur parti des communications par satellite. Mais cela est essentiel pour l'Europe aussi, car cela touche directement la question de la sécurité et de la stabilité économique européenne. L'Afrique est une source importante de migrants et de demandeurs d'asile en Europe. Et en soutenant davantage les communications par satellite, l'Afrique, l'Union européenne et la Commission peuvent réellement s'attaquer à certaines des racines, des causes profondes de cette migration. C'est pourquoi il est nécessaire d'avoir un système qui puisse considérablement améliorer les chances des familles à faible revenu de briser le cycle de la pauvreté. Je vous remercie. Merci beaucoup Arti pour tous ces arguments en faveur du satellite. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous ne devons pas reposer sur une seule technologie, mais plusieurs technologies qui peuvent se compléter pour que nous puissions nous connecter partout dans le monde. À présent, le dernier intervenant, Lars-Erik Forsberg de la Commission européenne. Comment est-ce que l'Europe peut-elle travailler avec l'Afrique pour connecter les personnes non connectées en Afrique? Et est-ce que peut-être que l'Afrique peut apporter quelque chose à l'Europe aussi, peut-être une coopération à double sens, ou vous pensez que c'est une coopération à sens unique? Merci beaucoup de m'avoir invité. Alors bien sûr, cette coopération peut aller dans les deux sens. Il s'agit d'une relation d'égal à égal que nous voulons établir avec l'Afrique aujourd'hui. Les deux sont dépendants l'un de l'autre. Mais commençons par la première question, parce que vous avez posé deux questions. Comment est-ce qu'on peut aider à connecter ceux qui ne le sont pas?
Je pense que nous sommes arrivés à un moment très intéressant. Il y a eu beaucoup de discussions entre l'Afrique et l'Union européenne, avec d'autres parties prenantes, entités étatiques, ICU et autres. Donc, vous vous en souvenez très certainement, il y avait aussi une task force sur l'économie numérique qui a étudié ces questions. Et après cela, l'Afrique et l'Union africaine a élaboré sa propre stratégie de transformation numérique qui a beaucoup de points communs avec ce rapport. Et il ne faut pas oublier non plus que euh, l'Afrique a le soutien de l'Union européenne et l'Union européenne soutient tout à fait la manière dont le continent a décidé d'adopter la connectivité. Mais encore une fois, ça, c'est des paroles pour l'instant. Et je sais que beaucoup d'Africains étaient un petit peu impatients et voulaient que les choses se mettent en place. Et aujourd'hui, c'est le bon moment. C'est le moment de travailler. L'Union européenne a un nouveau cadre financier. Nous disposons d'un nouveau programme mondial. Nous disposons d'une passerelle qui est un produit de ce programme. Donc tout à coup, l'Union européenne a décidé que dans le cadre de la coopération financière avec l'Afrique, il y aurait des fonds alloués pour soutenir la connectivité en Afrique. C'est une des choses que je voulais mentionner. Et cette passerelle, eh bien, il s'agit de 300 milliards, donc 10% devraient être alloués directement au numérique. Donc ça, c'est ce que nous pouvons faire avec l'Afrique. Je reviens maintenant à la question de la connectivité. Bien sûr, il y a beaucoup d'intérêt de la part de l'industrie et c'est l'industrie souvent qui démarre sur la connectivité. Mais comme l'ont déjà mentionné certains, il y a aussi le satellite qui est une chance. Il y a d'autres moyens sur lesquels nous aimerions travailler et qui nous permettent d'être neutres en technologie. Ça aussi, c'est quelque chose d'intéressant lorsqu'on décide de mettre en place la connectivité. Et je pense qu'il est également important, et c'est ce qui a été, et c'est mentionné aussi parfois, que la coopération doit se faire entre le secteur privé et le secteur public. Nous devons travailler de concert avec les entreprises en Afrique et dans l'Union européenne pour ce projet. Nous avons besoin de nouvelles stratégies commerciales pour pouvoir atteindre ces petits groupes de personnes qui ne sont pas encore connectées. Et l'un des groupes qui travaille avec nous est cette task force dont je vous parlais tout à l'heure, qui œuvre en faveur d'un Internet abordable. Il ne s'agit pas seulement d'une question de connexion, mais aussi d'avoir une connectivité qui soit significative et qui soit accessible d'un point de vue financier. Les personnes qui vivent dans des zones reculées doivent pouvoir se permettre financièrement une connexion. Ça, c'est très important pour nous. Et il y a aussi d'autres éléments qui sont importants pour une connectivité significative. On doit avoir suffisamment d'appareils qui soient disponibles pour les personnes qui vivent dans des zones reculées. Encore une fois, il y a énormément de choses qui s'échangent à ce niveau-là. Il y a un autre aspect qui est important pour l'Union européenne et je pense pour l'Afrique aussi, on en a déjà entendu parler. Il faut que la connectivité ne soit pas seulement inclusive, mais aussi résiliente et digne de confiance pour l'utilisateur final. C'est un des aspects sur lesquels nous allons insister beaucoup dans notre coopération avec l'Afrique à l'avenir. Il s'agit d'une question importante pour les deux continents. Mais vous m'avez posé une autre question. Comment l'Europe peut-elle apprendre de l'Afrique et que peut faire l'Afrique pour aider l'Europe? Il y a une chose très simple pour moi qui joue un rôle essentiel, c'est la jeunesse innovante en Afrique et les startups. La manière dont les gens travaillent,
cet esprit d'entreprise, hein, ça c'est quelque chose de très important et de très intéressant. Hier, j'ai eu la possibilité d'assister à une réunion sur l'intelligence artificielle et les femmes, et quelqu'un a dit au cours de cette réunion que l'endroit du monde où il y a le plus de femmes travaillant dans les technologies et les startups, c'est le Ghana. Et en Europe, les chiffres sont à moitié moins élevés du Ghana. Donc, encore une fois, je crois que c'est très important de tirer des enseignements de ce qui se fait dans ce secteur-là pour les femmes européennes qui sont ici. Et, et une autre chose qui est importante et qui est liée à la connectivité, il est important d'avoir un Internet ouvert, non fragmenté, et sûr, mais un Internet qui fonctionne partout dans le monde. C'est euh, quelque chose d'absolument essentiel. Nous sommes arrivés à un stade où tout ce qui se passe autour de nous, en Europe, si un pays agresse un autre pays et se coupe du reste du monde, il faut réussir à continuer à s'informer, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, mais partout ailleurs. Donc, encore une fois, il est important de protéger et de défendre un Internet ouvert parce que c'est quelque chose d'absolument essentiel. Une autre chose, nous sommes très proches les uns des autres. Nous sommes au nord de ce continent immense. Vous êtes nos voisins en Afrique et il est très important que la question de la cybersécurité soit abordée en Afrique. Parce qu'il y a une interconnectivité qui va être développée aussi entre les États-Unis et l'Afrique. Alors, je ne dis pas ici que nos systèmes sont parfaitement sûrs, mais c'est une question que les Africains devront prendre très au sérieux à l'avenir. Et j'aimerais revenir à des questions qui ont été soulevées d'ores et déjà, la résilience, mais aussi l'atténuation des risques dans les réseaux en Afrique. C'est une priorité absolue. Il faut faire en sorte que l'Afrique, tout d'abord, soit là pour les Africains, pas pour les autres, et qu'un système sécurisé où on arrive à atténuer les risques soit mis en place. Bon, c'est facile à dire. D'ici, on parlait justement tout à l'heure de ces personnes qui habitent peut-être plus loin, qu'il faut connecter. Et tout cela, bien sûr, c'est une priorité qu'il ne faut pas oublier. Voilà, je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de m'exprimer ici parmi vous aujourd'hui. Merci beaucoup, Lars Eric. Pour nous aussi, il est important de savoir que l'Europe souhaite travailler avec l'Afrique pour s'assurer que autant de personnes que possible soient connectées. Et il est intéressant aussi de savoir que cette coopération pourra être réalisée de manière bilatérale, je l'espère, à partir de maintenant. Vous l'avez mentionné à juste titre, les Africains sont innovants. Nous le savons, les données nous montrent qu'il y a de plus en plus d'innovations en provenance de l'Afrique et j'espère que nous continuerons dans cette direction-là. Mais pour cela, comme vous l'avez dit, nous avons besoin d'un Internet qui soit sûr, mondial, connecté. Et cette connectivité est absolument nécessaire. Et il faut nous assurer que Internet reste un Internet que nous apprécions. Nous ne voulons pas d'Internet fragmenté parce que cela fermerait des portes et peut-être ne nous donnerait pas accès aux chances que nous avons vues jusque-là. Il y a des questions, il y a des commentaires. Si Maxime ou David, vous pouviez m'aider à identifier les questions qui sont peut-être les plus brûlantes. J'en ai trouvé une ici qui est très intéressante. Nous sommes tous convaincus que la connectivité numérique est un besoin fondamental, tout comme l'accès à l'électricité et à l'eau potable. La question est à présent de savoir qui va payer pour la construction de l'infrastructure ainsi que la fourniture des services au bout du compte. Si nous ne pouvons pas
optimiser les choix technologiques, de toute façon, quelqu'un devra le faire et quelqu'un doit payer. Qui? La communauté locale, les utilisateurs individuels, qui d'autre? Donc, qui sera la personne qui paiera pour ça? Comme l'a dit Ramon, parfois, les populations locales ne peuvent pas se le permettre financièrement, surtout dans les zones rurales. C'est plus coûteux parce que, comme vous le savez, il s'agit de petites poches de population et en parallèle, ces personnes-là, en général, disposent de revenus plus faibles. Donc à qui revient la responsabilité de payer pour ces infrastructures? Alors, qui souhaite répondre à cette question? Si vous voulez bien, Toela et ensuite Arti. Une ou deux choses. Tout d'abord, bien sûr, quelqu'un va devoir payer pour cela à différents niveaux. Lorsqu'il s'agit d'investir dans une infrastructure, il faut envisager des collaborations, des partenariats entre les secteurs privés et publics. Et si nous sommes tous d'accord avec le fait que l'accès à Internet est fondamental et que ça doit être un droit, je crois que dans certains pays, cela est fixé comme étant un droit, à ce moment-là, il faut que nous développons, en tant que gouvernement, des modèles qui nous permettent de fournir un niveau minimum de services aux citoyens. Et cela doit être pris en compte dans la planification nationale, les budgets nationaux et doit être fourni de la même manière que nous fournissons des niveaux minimums de services en termes de santé, d'éducation, d'accès à l'eau, etc. Il faut que nous arrivions à trouver des modèles durables pour fournir ces services minimums aussi en matière d'Internet pour tout le monde et sur tous les continents. Et j'aimerais revenir à ce que nous disions tout à l'heure sur la cybersécurité. La cybersécurité, nous la prenons très au sérieux. Je participe en ce moment même à une réunion au Ghana. Vous l'avez cité, c'est un, un pays qui est très en avance au niveau des technologies et nous avons une communauté de cyber-experts africains qui a été établie grâce à un partenariat et qui examine très attentivement les questions de cyber-expertise, de renforcement des capacités en cybernétique en mettant l'accent sur la cybersécurité. En effet, sécuriser nos infrastructures est absolument primordial pour le développement durable, mais aussi lorsque nous parlons de commerce au sein du continent ou avec l'Europe. Il faut nous assurer que nos services soient à la hauteur et qu'ils peuvent répondre aux normes requises en ce qui concerne la cybersécurité. Et nous avons parlé aussi de l'importance de l'inclusivité et de s'assurer que les femmes soient représentées de manière adéquate. Nous lançons également un réseau de femmes africaines dans le secteur de la cybersécurité qui va être lancé d'ailleurs dans le courant de l'année pour s'assurer que notre planification est sensible au genre et qu'elle tient compte des besoins particuliers des femmes sur le continent. Merci. Merci Toela. Arti. Merci. Je voulais juste faire remarquer que c'est une question très importante. Qui va payer pour l'infrastructure? L'infrastructure satellite est déjà en place. On n'a pas besoin de payer de la même manière, mais la question du coût perdure. Et il faut que nous soyons très pragmatiques sur la manière dont nous allons traiter ce point-là. Il y a des possibilités, il y a des fonds qui sont consacrés au soutien de l'Afrique, mais souvent c'est le fardeau réglementaire qui les frais d'importation, par exemple, les frais de licence disproportionnés qui remettent en question le déploiement des services ou, si les entreprises les adoptent, finiront par répercuter les coûts sur le consommateur, sur l'utilisateur final. Donc, je crois qu'il y a encore sur le plan réglementaire énormément de choses à faire pour ces services-là en Afrique. Je vous remercie. Arti, vous pouvez poursuivre à la question sur Sterling. Oui, bien sûr.
Alors effectivement, comme il est indiqué dans le chat, Starlink n'est pas encore à un niveau de prix permettant aux familles à faible revenu de l'utiliser. La disponibilité n'est pas encore totalement assurée. C'est un système qui est en train d'émerger. Mais ce que je souhaitais vous dire, c'est que l'Afrique est prête à adopter des systèmes à large bande par satellite, et ce depuis de nombreuses années. Il y a un manque d'informations sur la façon dont on peut les utiliser, comment les utiliser. Et le fait que ces systèmes soient tellement utilisés vous montre que le coût n'est pas nécessairement un obstacle. 250 écoles sont connectées au Kenya et se concentrent sur les filles marginalisées. Ce ne sont pas les familles à faible revenu qui paient pour cela. C'est grâce à des partenariats entre le gouvernement, des fournisseurs locaux et des opérateurs européens qu'on paye pour ces systèmes. Merci, merci Arti. Comme vous l'avez dit, à juste titre, les satellites continuent de connecter de nombreuses personnes et nous avons vu que l'industrie des satellites est innovante. Nous voyons qu'il y a de nouvelles solutions qui peuvent être très intéressantes. Donc je crois qu'il est important que nous surveillions ce qui se passe au niveau du monde des satellites. La prochaine question que je vois apparaître ici, c'est une question qui s'adresse à Hilary. Hilary nous a dit qu'au Kenya, vous utilisez Internet pour tout et pour tout faire. Donc quel est votre point de vue sur les coupures d'Internet éventuelles? Parce que malheureusement, l'Afrique est un continent où il y a beaucoup de coupures, beaucoup de pannes selon les statistiques. Et il y a beaucoup de coupures, même dans des entreprises Internet. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Merci beaucoup pour cette question qui a été posée par l'un des participants. Comme on l'a déjà dit, Internet est une communauté de base. Couper Internet, c'est comme couper l'eau dans certains cas. Malheureusement, nous avons ces problèmes en Afrique, il faut les résoudre. Mais je dois dire que dans mon pays, Internet est ouvert et, et nous avons la possibilité de nous exprimer. Ce que vous faites sur Internet n'est pas illégal, mais parfois il y a des pays où Internet est bloqué, Internet est censuré, et ça forcément ce n'est pas une bonne chose. Et c'est pourquoi j'invite les personnes à continuer à s'impliquer, à plaider pour un Internet libre et ouvert pour tout un chacun comme un outil de développement. Parce que l'Internet, finalement, c'est une infrastructure et beaucoup de choses peuvent fonctionner grâce à Internet. Il est par conséquent important que des politiques soient faites pour promouvoir un tel Internet, pour une utilisation significative. Voilà, j'ai répondu au mieux de mes capacités. Merci. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose? Alors, je ne veux pas forcément m'exprimer sur des problèmes européens, mais ce qui se passe en Ukraine et en Russie aujourd'hui est tout à fait flagrant de l'importance d'Internet pour fournir des informations véridiques. C'est un outil, c'est un outil de démocratie de base. Il est très important qu'Internet reste ouvert. Et je dois dire que il y a eu des sites qui sont inondés de propagande en Europe aussi. Donc là, vous pouvez aussi tirer des enseignements de ce qui se passe en Europe. Nous ne sommes pas moins vulnérables qu'en Afrique à cet égard. Et il est très important de garder Internet ouvert, libre. Je crois que ça, c'est le message le plus important de la journée. Merci. Vous avez tout à fait raison. Parfois, nous pensons que ces choses-là ne se passent pas dans d'autres régions. Il y a des choses qu'on ne s'attend pas à voir se produire aux États-Unis et qui se sont produites au cours des dernières années. Et c'est la même chose en Europe. Alors, c'est vrai.
En Afrique, malheureusement, le continent a été touché par des pannes, par des coupures, et cela touche la vie des gens. Mais c'est quelque chose qui se produit aussi ailleurs, hein, et qui a un réel impact sur la vie des gens. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais en entendant une autre question, j'aimerais vous raconter euh, une anecdote. C'est quelque chose qui m'est arrivé il y a quelques années. Il y a eu une coupure d'Internet en Éthiopie et j'étais au Kenya. Et quelqu'un m'a appelé, il m'a dit, il faut absolument que tu m'achètes un médicament qu'on ne trouve pas en Éthiopie. Euh, S'il te plaît, envoie-moi ce médicament, j'ai une ordonnance et je n'ai pas pu acheter ce médicament parce que je n'avais pas l'ordonnance, étant donné qu'il n'y avait pas Internet. Donc ça, c'est une histoire, une anecdote personnelle qui montre qu'il y a des personnes qui souffrent et que parfois, c'est une question de vie ou de mort d'avoir un accès à Internet, de pouvoir transférer des informations. Et il est très important que les gouvernements et que les autres parties prenantes dans les pays maintiennent l'Internet, même lorsque la situation est difficile. Oui, j'aimerais ajouter quelque chose à ce que vous venez de dire. Vous venez de parler d'une ordonnance et je sais que euh, chez nous, il y a aussi des connexions, justement, dans les hôpitaux où ils envoient le résultat d'un scanner ou d'examens à d'autres médecins qui ne sont pas forcément dans leur juridiction. Donc, si on n'a pas accès à Internet, c'est vraiment très problématique. Et si vous ne pouvez pas obtenir votre ordonnance pour vos médicaments, je veux dire, obtenir une ordonnance, c'est quand même un droit humain. Vous en avez besoin. Si vous n'avez pas accès, c'est vraiment une cause d'inquiétude. Et je vous soutiens tout à fait sur l'idée que vous venez de mentionner. Et ce qui a été dit aussi un petit peu plus tôt. Vous avez connecté aussi la chose à la situation en Ukraine. Et Internet, c'est un petit peu comme une route. Et sur la route, il y a des gens qui sont plus gentils que d'autres, les gentils et les méchants, pour ainsi dire. Et il faut faire très attention aux gens que vous rencontrez. Cette liberté, elle existe, mais elle doit aussi impliquer le fait qu'il y ait des politiques qui surveillent ce qui se passe sur Internet, une politique de cybersécurité pour protéger les utilisateurs et qui puissent faire en sorte qu'on arrive à se mouvoir dans Internet de manière sûre. Merci. Alors maintenant, il y a une question sur les drones. Comment utiliser des drones pour livrer du sang dans des villages? Alors, je ne suis pas expert en drones et je ne sais pas, est-ce que les drones utilisent Internet? Alors, peut-être que quelqu'un peut répondre à cette question. Alors, moi non plus, je ne suis pas expert dans les drones, mais nous avons une étude de cas. Nous avions un projet qui a été organisé par Google au nord du Kenya, les terres arides, juste à la frontière avec l'Éthiopie. Et nous avons utilisé des drones pour connecter des personnes qui n'étaient pas connectées. C'est des personnes qui volaient à 60 000 pieds, 57 000 pieds, avec une connectivité 4G. Alors oui, ça pourrait être une manière de fonctionner. C'est peut-être quelque chose qui pourrait fonctionner, effectivement. C'est une manière qu'on pourrait essayer de mettre en place. Merci. Alors nous sommes presque à la fin de cette séance. Est-ce qu'il y a encore des commentaires urgents que vous souhaiteriez faire avant que nous terminions? Artie? Oui, j'étais à un événement récemment où
On nous a dit aujourd'hui on arrive à aller sur la Lune, on arrive à aller sur Mars, mais on n'arrive pas à combler le fossé numérique. Et pour moi, ce commentaire en dit long. Vous savez, tout le monde sait qu'il s'agit d'une question de spectre, mais ce n'est pas seulement cela, c'est aussi une question d'économie, de bonne volonté et de politique. Et c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Il faut juste qu'on ait la bonne politique, il faut que les gouvernements et les décideurs politiques adoptent une vision plus globale et qu'ils ne choisissent pas les gagnants et les vainqueurs de la technologie, qu'ils examinent attentivement les régimes et les règles mises en place pour s'assurer de faciliter un environnement pour tout type de technologie. Merci. J'aimerais ajouter une petite chose. Une réunion telle que celle d'aujourd'hui est absolument cruciale pour l'Union européenne et pour l'Afrique et la coopération parce que nous sommes dans le contexte du hub et cela rend la discussion beaucoup plus riche pour nous, étant donné que nous voulons construire une plateforme qui réunisse l'industrie, le monde universitaire, la société civile, les gouvernements pour construire ce partenariat entre l'Afrique et l'Union européenne. Et nous avons vraiment besoin du partenaire africain et il est nécessaire que vous exprimiez votre point de vue, que vous soyez présent pour que ça soit vraiment quelque chose qui se fasse de pair à pair et pas seulement que l'Europe soutienne l'Afrique, mais l'Afrique a également à apporter à l'Europe. Et merci beaucoup à tous. Aujourd'hui, je sais qu'on l'a déjà dit, mais je voulais profiter de l'occasion pour dire à quel point il est important que ce débat, cette discussion ait lieu. Merci. Merci beaucoup. Je suis absolument d'accord avec vous. Nous disposons de la technologie. Maintenant, il suffit de voir comment réussir à connecter tout le monde avec les efforts, avec l'argent qu'il est nécessaire de mobiliser. Et si cela n'est pas possible, à ce moment-là, nous allons créer des sociétés marginalisées et ça, ce n'est pas une bonne chose. En ce qui concerne le partenariat avec l'Europe, j'espère que l'avenir de notre partenariat sera un partenariat sur un pied d'égalité. Les Africains ont énormément de choses à apporter, notamment en matière d'innovation. Nous avons une population très jeune qui a beaucoup d'élan, qui peut changer le monde. Et j'espère que les décennies à venir nous permettront de voir l'émergence des nouveaux Facebook et autres issus d'Afrique. Et j'espère que tout le monde pourra profiter de ces innovations. Voilà, je pense que nous allons nous arrêter ici étant donné que nous ne pouvons pas dépasser le temps qui nous avait été imparti. Je voudrais vous remercier pour vos interventions, toujours très intéressantes. Merci beaucoup. Et je suis sûre que tout le monde a pu trouver son compte dans vos idées qui étaient diverses mais aussi très profondes. Je vous remercie et passez une très bonne journée.